Il est l'heure d'accueillir notre invité pour le Grand Oral. RMC. Le Grand Oral des grandes gueules. Député La France Insoumise, Alexis Corbière est avec nous. Bonjour, monsieur le député Corbière. Merci d'être dans les GG, dans les grandes gueules. Vous êtes à la une de Valeurs Actuelles avec Jean-Luc Mélenchon, le magazine de droite. Les islamos collabos, haine de la France, provocateurs, idiots utiles, les tragiques leçons de la manif de la honte du 10 novembre dernier à Paris. Comment vous avez réagi en voyant ça? Comment vous réagissez en voyant cette une? Moi, ma réaction personnelle, ça importe peu, mais... En tant que responsable politique, voilà, avec ce qui s'est passé par rapport à dimanche. Collabo, donc chacun comprend ce que ça veut dire. L'histoire de France, il y a des mots. Donc ceux qui ont collaboré avec le régime nazi, qui ont fait arrêter des familles de juifs, qui ont assassiné des résistants, c'est à ça que l'on est comparé. Bon, c'est un peu excessif, on va dire. Évidemment insultant. J'observe que quand, lors de la manifestation du 10, il y a un autocollant que je trouve maladroit, mais qui n'était pas antisémite, mais qui reprenait une étoile à 5 branches jaunes. Immédiatement, on a dit référence historique, scandale, etc. Là, on fait des références historiques où ce serions nous les collabos. Donc, vous comprenez, on utilise l'histoire pour injurier et on l'utilise, on la tord dans d'autres moments. Bon, revenons à l'essentiel. Dimanche, quelle était la cause ? La cause défendue est une chose simple. C'est que dans ce pays, qui est traversé par beaucoup de tensions, dans lequel il y a eu des crimes antisémites il y a quelque temps, on le sait très bien, à la fois par des assassins liés à Daesh, on le sait, qu'il y a une ambiance terrible. Il y a aussi une ambiance vis-à-vis de certains de nos concitoyens musulmans, due précisément peut-être à toute cette inquiétude, etc., mais où régulièrement le débat public se déchire autour de questions qui ne me semblent pas saines, parce que n'ayant rien à voir avec la laïcité. Par exemple, s'interrogeant sur le fait qu'après tout, ne faudrait-il pas interdire le foulard pour les dames qui porteraient le foulard pour des raisons religieuses, y compris dans la sphère publique. Des journalistes se permettent de dire, et des gens sérieux, quand je rentre dans un bus et que je vois une dame avec un foulard, je redescends du bus. Un éditorialiste, bon, c'est tous de qui je parle, mais quand même fait un certain business du buzz en disant que l'islam est pire que le nazisme, etc. Il y a une ambiance terrible, à tel point qu'à Bayonne, un lieu de culte, une mosquée, est attaquée par quelqu'un, pour le coup, qui milite au Front National. Je le rappelle parce que, vu que la dirigeante du Front National nous fait des leçons, je voudrais juste rappeler que le monsieur qui a voulu mettre le feu à cette mosquée, qui a tiré sur des gens, était un candidat. Moi, je ne voulais pas sortir cet argument, mais comme Madame Le Pen nous fait la leçon, je rappelle que le violent était quand même dans son parti. Et il y a une réaction de gens, que je trouve saine, qui consiste à dire, dans ces moments-là, il faut une réponse populaire, fraternelle, républicaine et laïque, pour dire que ce pays ne doit pas se diriger quand la cause est juste, voilà. Faut-il manifester avec des gens qui sont contestables? Ça m'est déjà arrivé souvent dans ma vie de manifester avec des gens contestables. Quand il y a eu l'assassinat de la rédaction de Charlie, j'ai manifesté. Il y avait M. Orban, il y avait le gouvernement égyptien qui torture. Il y avait beaucoup de gens, les gens du Qatar, avec qui par ailleurs on fait du business, il n'y a aucun problème. Eux, ils sont infréquentables, mais comme ils financent un club de foot, on ne dit rien. Enfin, dans ma vie, pour une cause... J'ai fait des choses qui... Quand j'ai manifesté... Pas complice, malgré vous, sans reprendre le terme... Suis-je complice de Viktor Orban quand je vais manifester? Complice de ceux qui, finalement, veulent surtout mettre en avant l'islam politique et remettre en cause un modèle qui est un peu unique au monde, le modèle à la française, le modèle de laïcité unique au monde, parce que la laïcité existait ailleurs, mais malheureusement, elle n'existe plus, notamment en Turquie. De qui parlez-vous? Je parle de ceux qui crient Allah Akbar à quelques centaines de mètres du Bataclan. Non mais, ou d'Amar Lasfar qui pouvait dans la manifestation. Par exemple, et moi je défends pas, en plus c'est un responsable du CCIF, je suis radical désaccord avec eux, politiquement je combats... Ceux qui ont appelé à manifester. Non, attendez, l'histoire de Allahu Akbar, si j'ai bien compris, parce que je l'ai vu en vidéo, je l'ai pas vu à la manif, il dit voilà, on veut faire de ce mot Allahu Akbar, qui est un mot religieux, un mot de haine, alors que pour nous... Attendez, donc que les choses soient simples. Moi j'habite la Seine-Saint-Denis, non loin d'une mosquée. Tous les vendredis, Olivier Truchot, des centaines de gens disent Allahu Akbar et ils ne préparent pas un attentat. D'accord? Non mais revenons. À quelques centaines de mètres du Bataclan. Non, ce qu'il veut dire. Mais attendez, on n'était pas. C'est pas les frères Kouachi dimanche qui allaient faire un crime. C'est un homme qui dit ce mot Allahu Akbar, ils veulent en faire mot de haine. Bon, je pense que en raison justement des Olivier Truchot, de toutes les rédactions, c'était une bêtise politique parce que tout le monde allait dire c'est une manif où les gens, des citoyens. Venant de Marwan Mohamed, c'est pas une bêtise politique, c'est quelqu'un qui sait très bien ce que c'est que la com politique. Il l'a fait à bon escient parce qu'il savait que faire crier Allahu Akbar à un public tout en disant allez-y parce qu'il faut être fier de crier Allahu Akbar parce que c'est un cri religieux et non pas un cri politique. Alléluia. Ceci étant, effectivement, vous avez évoqué la question des Juifs qui se sont fait assassiner, non pas par des
des envoyés de Daesh, mais par des Mera, des Kouachi, etc., qui n'étaient pas des envoyés de Daesh, qui étaient des islamistes du cru. D'accord ? Eux, ils ont effectivement tué au cri d'Allahu Akbar. Vous savez, quand Sarah Halimi, elle a été balancée du haut de sa fenêtre et qu'il a crié Allahu Akbar, c'était pas un cri religieux, c'était bien un cri politique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que Marwan Mohamed sait très bien ce qu'il fait quand il fait crier Allahu Akbar à des milliers de gens sur une place de Paris. Donc vous êtes en train d'affirmer à ce micro comme ça que cet homme justifie les crimes et que les gens dans la rue dimanche... écoutez, non mais mesurez vos propos. Les gens dans la rue dimanche qui disent Allahu Akbar soutiennent les crimes. L'organisateur de cette manifestation a écrit au moment des attentats. Des imbécilités, des conneries. Voilà, c'est tout. Mais même cet homme que vous citez, même les autres... Non mais Barbara Lefebvre, on ne peut pas toujours dire des imbécilités, des conneries. Quoi ? Parce que c'est trop facile, on peut pas dire chaque fois c'est des imbéciles et des conneries. À un moment donné, une édition d'imbécilité et de conneries, ça veut dire autre chose. Mais attendez, moi je veux vous dire tranquillement, vous avez une responsabilité. Vous, les éditorialistes, les journalistes, si vous voulez faire passer cette manifestation, qui n'était... Bien sûr, il y avait des choses que j'approuve pas, mais globalement, cette manifestation qui était une manifestation de gens inquiets de ce climat terrible. En raison notamment d'un attentat sur lequel vous ne dites pas un mot. Non, mais il y a on parle des organisateurs. Mais non, attendez, non, moi je parle du sens général d'une manifestation. Vous voulez polémiquer. Vous voulez, je dis au sens large, salir cette manifestation et dire quelque part, comme le dit vous le dites clairement, il y a un lien quand même avec les assassins du Bataclan. L'idéologie, oui. L'idéologie des frères musulmans. Vous êtes irresponsable. Je vous le dis clairement, vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable si vous pensez que les gens qui ont manifesté dimanche approuvent les crimes. Bon, c'est votre business. Faites ce que vous voulez. De ce point de vue-là, je pense que vous ne prenez pas la mesure des choses. Il faut comprendre ce qui se passe dans le pays. Être laïque. La laïcité, évidemment que toutes les personnes, et les musulmans, puisqu'on parle de ça, qui ne respectent pas la laïcité, doivent être sanctionnés. Les prêcheurs de haine dans les mosquées doivent être sanctionnés, voire même être expulsés. Je suis sans concession là-dessus. Ceci dit, mais peut-être qu'ils ne le sont pas, mais prenez-vous-en à ceux qui ne les expulsent pas. Jean-Luc Mélenchon lui-même était contre le terme d'islamophobie. Il a changé, il a le droit de changer d'opinion. Écoutez-moi, non, on n'a pas changé d'opinion. On continue à penser que ce terme, il faut le mais comprendre. c'était pourtant le terme de la manifestation, Alexis. Enfin, à un moment donné, moi je peux terminer mon éditorialistes qui sont responsables de tout. Je peux terminer c'est une manifestation contre l'islamophobie. Vous étiez contre ce terme, vous ne l'êtes plus. On peut quand même noter qu'il y a un changement dans la France insoumise de positionnement. Vous venez de le dire 2 fois, donc je vais essayer de répondre. Ce terme ne nous va toujours pas. D'ailleurs, nous avons fait un texte qui a suivi pour préciser les choses. Parce que dans ce terme, nous, ce que nous voulons, c'est garder le droit de critiquer les religions. Et il peut y avoir une interprétation de ce texte, phobie, islamophobie, peur de l'islam. On peut critiquer toutes les religions et donc avoir un regard critique. Il y a d'ailleurs des hebdomadaires satiriques qui le font. Mais même, on a le droit d'être contre les religions et on a le droit de l'exprimer dans le débat, dans la sphère publique. Et je défends, évidemment... C'est ce qui fait la spécificité, y compris de la France. Bon, ceci dit, il y a des gens écoutez-moi, Olivier, pardon. Il y a des gens qui aujourd'hui, et on a un peu perdu cette bataille dans le débat, qui utilisent ce terme comme étant pour désigner la haine contre nos concitoyens musulmans. Donc, j'observe que dans le débat, de plus en plus, c'est devenu ça. J'aurais préféré qu'il y ait, par exemple, musulmanophobie, pour définir ce racisme. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un événement qui blesse des gens, enfin qui blesse intellectuellement, qui fait peur sur le fait qu'il y a des potentialités d'attentats contre des lieux de culte musulmans, que les gens se rassemblent pour dire que cette haine, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est dangereuse et on veut envoyer un grand message de fraternité. Polémiquer sur un mot, mais c'est un choix politique qu'on a fait, peut-être qu'avions-nous eu tort ? Je pense qu'on n'a pas eu tort en dernière analyse. On a dit, plus important que ce mot, ce qui compte, c'est le mouvement. Et ce qui compte, et je vous assure, je vous connais, je sais que vous avez aussi des convictions que je respecte. Mais je pense que ça fait sens que des gens comme moi et Jean-Luc Mélenchon étaient aussi dans cette manifestation pour dire que ça n'est pas que les musulmans qui défendent les musulmans. C'est aussi il y a très peu de musulmans surtout. Dimanche dernier ? Bah oui, 13 500 personnes dans les rues de Paris, sur 5 millions de Français. Vous savez, j'ai manifesté suite au crime d'Emir Knoll, il y avait moins de gens. Et pour autant, l'antisémitisme. C'est des musulmans qui ont manifesté, comme dans des manifestations organisées par le CRIF, c'est des juifs et pas les juifs. Justement, Alexis Corbière. N'est pas représentant de tout. Non, mais je voulais juste préciser une chose. Quand vous parlez tout à l'heure du CCIF, je vous rappelle, vous dites que vous êtes pour l'expulsion des imams salafistes, mais vous savez que le CCIF fait entrer dans ses statistiques comme des signes d'islamophobie l'expulsion des imams salafistes. Non mais le problème il est là. Et alors quoi ? Non mais après on peut passer. Quel est le rapport avec ? Je m'en fiche moi de ce que fait le CCIF. Mais oui, mais c'est le CCIF qui a complètement capté. Ça c'est votre lecture. Laissons le CCIF de côté. Étienne Ibig. Qui a lu le livre ? Ah merci. Parlons du livre. Mais c'est un peu le même sujet. Mais oui, justement, parce que c'est de la République dont il est question. Voilà, justement, j'aimerais que parce que bon, j'ai dit alors bon, pour une fois, un politique fait un livre qui est pas d'histoire, qui est pas en train de dire je suis un grand politique et il faut voter pour moi. Donc c'est pas mal parce que là, on en a eu 150 des bouquins de politique et celui-là, c'est un bouquin que vous auriez fait
de toute façon, même si vous n'aviez pas été politique. C'est un bouquin qui est très intéressant. Et moi, je trouve le sujet essentiel de ce bouquin, c'est comment l'histoire s'écrit différemment selon les époques et selon la personne qui l'écrit, et comment il y a une espèce d'exploitation, et comment on se sert de l'histoire pour servir sa propre cause. Selon les époques, comme par exemple la peur de la Révolution, comment on a créé cette peur de la Révolution, comment on a créé l'histoire de la terreur et tout ça. Est-ce que vous pouvez, sur ce sujet précis? C'est tout à fait ça. Jacobin. Moi, la point d'exclamation. Vous le savez, moi je suis professeur d'histoire. Durant mes études, on se spécialise un peu. J'ai eu des grands professeurs, notamment qui étaient, je pense à Florence Gauthier, des grands universitaires sur la Révolution française. Donc j'ai le goût de ça. Quel est l'enjeu? Je pense qu'on ne peut pas faire aimer la République si on fait détester l'acte de naissance de la République qu'est la Révolution française. Et je pense aujourd'hui que dans le débat public, notamment à travers des grandes émissions sur le service public, je pense à Stéphane Bern, qui paraît autrement charmant, mais ces émissions sont souvent la nostalgie des têtes couronnées et donnent l'impression que ce qu'a été la Révolution française n'est que brutalité, que violence, annonce le stalinisme, c'est la guillotine, point final. Et je le vois comme enseignant, quand j'étais prof, vous interrogez les élèves, plus personne quasiment n'est fichu de dire le nom d'un des révolutionnaires. Et il y a des mots dans le débat, on dit les Jacobins, c'est en quelque sorte des futurs staliniens, voire même pire. Et puis, on a aussi Macron qui utilise dans le débat le mot, il a réuni les députés à Versailles, il a dit « je propose au pays un pacte girondin ». Et on ne sait plus très bien ce que veut dire les Girondins, les Jacobins, etc. Du coup, ça devait être les gentils, alors. Voilà. En plus, vous avez raison de le dire comme ça. Il y aurait les gentils, il y aurait les méchants. Moi, j'ai eu envie, pour ceux que ça intéresse, c'est un livre d'histoire, de revenir. C'était quoi ce club des Jacobins? Qui était un lieu, un bouillonnement intellectuel de parlementaires dans lequel les grandes idées républicaines sont nées. Bien sûr, avec des contradictions, mais l'idée de la radicalisation, d'une radicalité démocratique, d'une assemblée constituante, ou l'idée même, au départ, les Jacobins sont une monarchie pour une monarchie constitutionnelle. Parce que tout le monde est pour la monarchie constitutionnelle. Et il faut attendre 1791-92, suite à la fuite du roi, etc., pour que l'idée de république naisse. C'est intéressant comment ce cheminement a lieu. Il y a une déclaration des droits de l'homme qui est proclamée en 1789, mais qui est un peu des droits formels. Et progressivement, le peuple, lui, qui continue à avoir faim, veut que ces droits proclamés deviennent des droits réels. Et tout ça, cette dynamique-là, elle est intéressante. Bertrand Barrère, vous ne connaissez pas Bertrand Barrère, était un grand révolutionnaire, membre du comité de salut public, c'est celui qui a le plus parlé pendant toute cette période à l'Assemblée. Il était pour mettre en place un plan de lutte contre la pauvreté. C'est une idée qui est extraordinaire. Est-ce que vous savez, par exemple, que... Non, c'est pas les idées le problème. C'est comment... Pardon? C'est pas les idées. Mais là, c'était pas des idées, c'était ce qu'il mettait en place. C'est comment tout ça s'est terminé, parce que... Ça s'est terminé comment? On est quand même pas loin. Alors j'imagine, je comprends la volonté de réhabiliter Robespierre, Saint-Just, mais enfin on n'est pas loin du révisionnisme. Aujourd'hui, quand même, on a le recul de l'histoire sur cette période de la terreur. Et comment effectivement de belles idées généreuses, etc. On finit par imposer un régime de terreur, provoquer un génocide, le génocide vendéen, et terminer. Là, vous utilisez le mot de génocide. Non, mais et c'est moi qui ferai du révisionnisme. Un génocide vendéen, oui, il a existé le génocide vendéen. Je ne connais aucun universitaire sérieux. Donc vous, Olivier Truchot, qui avez bossé le sujet, vous utilisez un mot terrible qui a été utilisé dans des moments très précis de l'histoire. Oui. Et non, mais parce que je connais Vous savez qui c'est qui a déposé un texte de loi à l'Assemblée qui parle de génocide vendéen? Marion Maréchal Le Pen. C'est une école intellectuelle très précise. Il n'y a pas eu de massacre en Vendée. Attendez, alors massacre, c'est une chose. Guerre civile. Non mais. D'accord. Non, attendez, je vous invite. On est sur RMC. Vous êtes journaliste. Vous arrivez et vous prenez une thèse particulière que vous n'avez pas travaillé, d'une école historique d'extrême droite, vous il y a eu un génocide révisionniste sur Robespierre. Donc oui, c'est un problème. Il y a eu un massacre. Les historiens, ils ont tranché sur cette affaire. Non mais juste un mot. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, vous cherchez. Attendez, attention. Je vais vous dire une chose. Par exemple, sur la Vendée, puisque vous parlez de ça. Premièrement, je vous informe que Maximilien Robespierre n'est jamais intervenu sur la Vendée, d'accord? C'est pas son sujet, contrairement à ce que certaines émissions. Il y a une région entière qui se soulève, une armée qui se met en place, l'armée catholique et royale, qui est composée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, qui dans un premier temps met une raclée aux armées républicaines. En même temps, vous avez l'Autriche qui attaque la France. Ce que fait la Convention, effectivement, c'est d'envoyer, et c'est terrible, avec les techniques militaires de l'époque qui étaient celles, en plus, des armées royales. En même temps qu'ils combattent les armées autrichiennes, qui est la plus puissante armée d'Europe de l'époque, et moi, je suis quand même du côté de la Convention qui lutte contre une armée étrangère qui veut rétablir le roi, il lutte aussi contre une région qui s'est soulevée et qui fait la guerre. Alors, tout ça est terrible. C'est une guerre civile. Mais n'utilisez pas le mot de génocide. Jamais personne n'a souhaité éliminer un peuple tel que les nazis l'ont fait avec les juifs. C'est pour ça que je vous dis massacre, guerre civile, moment terrible sans aucun doute. Mais n'utilisez pas des mots qui sont terribles. Deux questions. Barbara Lefebvre, Didier Giraud. Moi, je voudrais quand même saluer l'honnêteté. Oui, mais d'abord, je voudrais saluer l'honnêteté intellectuelle du travail d'Alexis Corbière parce que il assume l'écriture politique de ce moment-là historique qu'il étudie.
Et je trouve que c'est fait de façon très intelligente et très intéressante parce qu'il a raison. L'imaginaire politique de la Révolution française, il est fondamental. Là-dedans, il n'y a pas que la Révolution française, il y a aussi le régicide qui est aussi dans les imaginaires. Napoléon, l'occupation. De toute façon, c'est bien simple. Les imaginaires collectifs français, c'est la Révolution française, Napoléon, l'occupation. Et on est toujours en train de répéter ça. Et ça revient toujours aussi dans le langage politique. Et justement, la façon dont Emmanuel Macron l'utilise, l'exploite, et vous avez très bien fait de le souligner, cette offensive anti-jacobine, elle a un sens parce que les Girondins et les Montagnards, à l'origine, c'est la même classe sociale. Et ça, vous le soulignez bien. C'est une lutte de parti qui ensuite a été interprétée comme une lutte des classes. Et je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant le point de vue que vous avez là-dessus. Et justement, j'aimerais que vous reveniez sur cette façon dont les Gilets jaunes ont été, à un moment donné, reliés à cette histoire des c'est-à-dire, j'imagine qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais... Il reste 2 minutes. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et là, vous voyez, il faudrait faire... Bon, cet imaginaire, comme vous l'avez dit, il n'est pas terminé. Moi, j'ai observé ça aussi. L'intérêt du livre, c'est que même quand les Gilets jaunes se soulèvent, la symbolique qu'ils utilisent, on utilise des bonnets phrygiens, on met le drapeau bleu, blanc, rouge, on chante la Marseillaise, on écrit sur des gilets nombre de slogans, j'ai envie de dire, de 1789, liberté, égalité, fraternité, il faut reprendre la Bastille, etc. Tout ça pour dire que ce passé, il n'est pas mort dans notre imaginaire. Il a encore une force propulsive, qui est celui de dire, on proclame des droits, mettons-les en application. Et moi, je trouve ça formidable. Et je reviens à ce que je disais. On ne cesse de parler de République depuis quelque temps. On s'est engueulé tout à l'heure sur la République. Vous me faites le procès, on n'y revient pas sur le fait que j'aurais été un mauvais républicain un dimanche. Eh bien, je pense qu'en même temps... Non, mais c'est un débat intéressant. Non, mais si. Écoutez, si je fais le jeu des intégristes, je suis un mauvais, mais je ne crois pas que c'est ce que j'ai fait. Mais je reviens au point de départ. La République, elle naît dans une révolution populaire qui proclame des droits universels. Et je ne veux pas, tel que vous l'avez bien dit, que tout ça soit balayé au nom du fait, pour ça que j'ai croisé le fer avec vous, Olivier. Finalement, tout ça n'était que violence, c'est un génocide. Non, le seul outil qu'il faut retenir de la Révolution, le seul objet, c'est la guillotine. Non, personne n'a dit ça non plus. Mais Olivier, je vous assure uniquement que les belles paroles, mais je les beaux projets. Pour le coup, là, je fais pas de la vente de mon bouquin parce que je consacre un chapitre entier à Couthon, qui était le père des lois d'exception, quelque chose qui les présente, pour expliquer la terreur. C'est Couthon. Pardon ? Le méchant, c'est Couthon. En quelque sorte, on peut le. Mais c'est celui qui présente ces lois. Mais le moment est compliqué, il y a une violence populaire très forte. Les gens, par exemple, sitôt il y a une rumeur comme quoi il fait de la spéculation et cache du grain, les gens vont et massacrent le type. Et c'est pour canaliser, j'espère que mes paroles vont être bien comprises, mais cette violence populaire que certains disent il faut mettre en place des tribunaux. Notamment Danton dit cette phrase, soyons terribles pour éviter au peuple de l'être. Danton, c'est pas Robespierre. Pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'il faut que les gens soient jugés pour que ce ne soit pas une violence de rue qui l'emporte. Mettez-vous, on va conclure là-dessus. On a vécu, avant la Révolution, 7 siècles d'une monarchie, de profondes inégalités, et vous avez un peuple qui se soulève, dont l'aspiration est celle d'une justice, d'un partage des terres, de droits nouveaux. Il y a quand même là-dedans de quoi revenir là-dessus. Moi, je fais ça avec des personnages, pour se dire quand même... Bien sûr c'est des vaincus de l'histoire en plus. Oui, parce mais ces Jacobins étaient quand même des bourgeois qui ont un peu mythifié le peuple aussi. Quand même. Comme il faut faites attention parce que précisément, ils vont loin. Et je vous invite notamment à lire Robespierre annonce l'idée d'une république sociale. C'est que la république, pour qu'elle soit république, il faut qu'elle soit sociale. Elle ne peut se désintéresser de la manière dont la richesse est répartie. Je ne savais même pas que et chez la les Jacobins, il y avait un végétarien. J'ai appris alors, ça. Voilà. T'as vu ça ? Un Écossais, John Oswald, qui va notamment en Inde, qui va aux États-Unis pour faire la guerre du côté de ceux qui sont les insurgés contre les Anglais, et qui viendra en France, John Oswald, qui est un premier penseur de vegan, j'ai envie de dire, pour utiliser un mot moderne. C'est lui le méchant. Non, mais il y a des beaux personnages. Il y a Jean-Baptiste Belay, qui est le premier député noir qui vraiment est un esclave émancipé, qui participe à l'abolition de l'esclavage en février 1994. Il y a Pauline Léon, qui est un personnage féminin au moins aussi intéressant qu'Olympe de Gouges. Bref, il y a des beaux personnages, ne les oublions pas. Lire. Et mes excuses à Didier Giraud. Alexis Corbière, Jacobin, aux éditions Perrin. Et désolé pour le retard. Merci Alexis.